Willem se fait défoncer, l'Arabie Saoudite a sorti un blockbuster qui a floppé, le prochain Evil Dead fait par des Français se montre enfin. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 et Send Help dès cette semaine. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max. C'est simple, même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Marty Suprême ou Hurlevent et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire sans problème et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Aujourd'hui, il y a même certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité et personne n'a envie de faire ça pour ce mortal combat en paix. Donc utilisez un VPN et de même quand vous regardez certains films d'une manière bien précise, clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec la bande-annonce du film de Willem qui s'appelle Who et ça a l'air catastrophique. Mis à part votre relation parasociale avec Willem, et moi je suis content qu'il fasse des films et j'espère qu'il fera des films toute sa vie, je le souhaite à tout artiste de faire des films. Cependant, mis à part ce côté-là, mis à part le fait de soutenir un artiste qui crée, disons les choses, si c'était n'importe quelle autre bande-annonce de film, vous auriez tous dit que c'est une catastrophe parce qu'on comprend rien à la bande-annonce, le travail de la lumière, il n'y a aucun contraste, il n'y a aucune profondeur, ça a l'air d'être un film à plot twist insupportable, l'acting est bancal comme pas possible, on dirait un téléfilm que vous regardez dans le TGV Inouï quoi. Donc la bande-annonce est vraiment nulle, j'ai rarement vu une bande-annonce aussi nulle. Maintenant c'est un projet indépendant vous allez dire et je vais le critiquer comme un premier film s'il est diffusé à Lille d'ailleurs, donc c'est ça qui est important, comme premier film, mais pas comme un film de youtubeur. Comme un premier film d'une vraie personne, d'un vrai réal. Et des premiers films de réal, il y en a plein qui sont très très bien, d'autres qui sont moins bien, mais on va juste capter avec ce premier film s'il a quelque chose, s'il a la sauce. Parce que oui, faire des petits cours et tout sur YouTube, c'est un truc, mais faire un vrai film, ça n'a rien à voir pour le coup, donc il faudra le juger comme un film de cinéma avant tout. J'espère qu'il sera diffusé parce que j'ai envie d'en parler. Après, dans l'idée, moi je soutiens le concept. Je soutiens un mec qui fait un truc en indépendance, qui est distribué par Pathé, mais c'est ok, hein, l'indépendance c'est la production, on s'en fout qu'il y ait un distributeur, et qui fasse ses trucs. Maintenant, la meilleure chose que vous pouvez faire par rapport à Willem, c'est d'être critique, c'est de dire ok, ça c'est bien, c'est pas bien, on va te soutenir si tu veux, mais par contre, fais des bons films quoi, ou en tout cas, apprends à faire des bons films, évolue, et je pense que ça qui est important, c'est d'être honnête, et il peut pas juste se satisfaire de sa fanbase quoi, il faut qu'il aille chercher des gens qui sont pas dans sa fanbase. Moi je connais Willem, j'ai vu ses trucs et tout, mais ça ne m'a jamais impressionné, ça ne m'a jamais plu, ça m'a jamais marqué, c'est des vidéos YouTube sketch sympathiques et tout, mais sans plus quoi. Peut-être c'était bien quand j'avais 12 ans, et j'exagère quand je dis ça parce que c'était pas il y a aussi longtemps que ça, mais voilà, moi ça m'a jamais impressionné en tant que fan de cinéma parce que c'était le format YouTube et le format YouTube est rarement impressionnant, surtout par rapport au cinéma, et moi ça en faisait pas partie, donc j'ai hâte de voir le film quand même, je suis curieux, mais ça n'a pas l'air bien du tout, soyons un petit peu honnêtes intellectuellement. Il y a Tony Stella qui est décédé malheureusement. Tony Stella c'est un artiste qui a fait parmi les affiches les plus connues de l'histoire du cinéma. Si vous voyez des affiches comme ça, c'est lui. Quand on parle de créateur d'affiches de films, c'est l'un des plus influents de l'histoire du cinéma. Je veux dire, quand vous regardez ces affiches, vous vous dites, ok, j'ai déjà vu des affiches dans ce style plein de fois. Il a bossé pour beaucoup de films hongkongais par exemple, beaucoup de films du monde entier de manière générale, même si quand même Hong Kong, c'est voilà, la base de ses œuvres les plus cultes, mais il a tellement de commissions, genre Indiana Jones 5, c'est lui qui a fait l'affiche par exemple, pour vous dire, mais en fait il a fait plein d'affiches pour Blade Runner, il en a fait des milliers des affiches à impression, peut-être pas des milliers mais des centaines, c'est un mec ultra prolifique, il a fait tellement de choses marquantes, il a fait une affiche pour Michael Mann, il a fait tout fait, voilà. Donc Tony Stella malheureusement est décédé cette semaine, donc il repose en paix, il a impacté le monde du cinéma pour toujours avec ses affiches iconiques, que les gens aiment avoir quoi. Maintenant les affiches c'est de la merde, disons les choses, c'est toujours nul, il n'y a plus cette patte artistique. Tony Stella faisait partie des gens qui faisaient des choses artistiques et tu as envie d'avoir ces affiches accrochées chez toi comme ça sur un mur parce qu'elles étaient incroyables. Donc il repose en paix, merci pour son travail et il fallait un peu le citer parce qu'il a impacté vraiment le monde du cinéma
et des gens, sans forcément que les gens sachent que c'est lui, hein, mais voilà, il est décédé, et regardez juste, vous allez sur Google, vous tapez Tony Stella, vous regardez les affiches qu'il a faites, et vous allez vous dire, ok, c'était quelqu'un. Et oui, en effet, c'était quelqu'un, donc repose en paix, tu le mérites. Juste pour une nuit, désolé, le changement de ton est complètement différent, mais juste pour une nuit, c'est genre The Purge, American Nightmare, mais pour baiser. C'est pas une blague, hein, c'est littéralement ça. En gros, une nuit par an, t'as le droit de coucher avec quelqu'un, et c'est une rom-com. J'ai pas envie de forcément voir le film, parce que mis à part le concept rigolo d'avoir le droit de coucher avec quelqu'un une nuit par an, sauf si t'es marié, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Le film, ça a l'air d'être une rom-com assez basique, mais le concept était rigolo, même si je sais pas comment il marche en pratique parce que ça n'a aucun sens. En tout cas, voilà, c'est un film qui existe et les gens en parlent un petit peu parce que le concept a l'air marrant. Le film Desert Warrior avec Anthony Mackie, le premier blockbuster de l'histoire de l'Arabie Saoudite, 150 millions de budget, est un énorme échec financier. Ça a été tourné il y a des années et des années. Il est enfin sorti. Alors, il sort un peu à droite à gauche. Il sort un peu aux États-Unis, il sort en Arabie Saoudite, mais pour l'instant, c'est 600 000 $ de box-office. 600 000 $ pour un budget de 150 millions. C'est pour l'instant l'un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, toute époque confondue. C'est un échec colossal. Moi, je suis curieux de le voir juste pour la propagande saoudienne et voir ce que ça donne en termes de blockbuster chez eux. Mais oui, en effet, c'est un énorme échec et les critiques sont pas bonnes non plus. Mais par curiosité un peu morbide, j'ai un peu envie de le voir. Mais j'irai pas en salle pour voir ça, c'est sûr. Atomfall, le jeu vidéo, sera adapté en série télé. Il n'y a pas encore de diffuseur pour l'instant, mais ça sera adapté. C'est le concept un peu post-apocalyptique. Pourquoi pas, j'ai vu un peu des extraits des jeux, le jeu m'intéresse pas, c'est pas assez bien noté je trouve, mais l'ambiance a l'air sympa et c'est des jeux assez courts, pourquoi pas faire ça en série télé, même si pour le coup des séries télé post-apo qui ont cette vibe, il y en a pas mal. Les Oscars ont complètement changé leurs règles pour le coup, alors l'IA sera bannie des Oscars, il faut que les œuvres soient faites par des humains, alors c'est pas assez précis sur ce que ça veut dire IA et humain dans littéralement les règles des Oscars, mais il faut que ce soit fait par des humains, c'est une nouvelle règle. Il y a plein d'autres règles. Maintenant, il y a des acteurs qui peuvent être nommés dans la même catégorie. Genre, si toi, tu as joué en tant qu'acteur dans 2 films dans l'année qui méritent de te donner une nomination à l'Oscar, tu peux être nommé dans la même catégorie pour littéralement 2 films différents. Alors, ça arrive pas souvent qu'il y ait des acteurs qui puissent se nommer dans ces catégories-là parce que sortir 2 performances Oscar dans la même année, c'est compliqué et en termes de timing, c'est rare. Mais maintenant, c'est possible. Alors, ça aurait pu arriver il y a des années et des années, hein, mais je pense juste à Sandra Hüller pour, par exemple, elle avait fait 2 films qui méritaient d'être nommés, La Zone d'intérêt et Anatomie d'une chute. Aux États-Unis, c'était la même année, c'était dans la même catégorie aux Oscars. Donc, elle aurait pu être nommée, par exemple, dans la même catégorie, actrice principale. Maintenant, ça sera possible. Des acteurs pourraient être nommés dans la même catégorie pour 2 films différents. Pour la catégorie meilleur film international, ou donc non anglophone, c'est vrai qu'avant, il n'y avait qu'un film par pays. Tu ne pouvais pas choisir plus de films, c'était voilà, un pays choisit un film et il est présenté aux Oscars. Maintenant, c'est un peu différent. Premièrement, la personne qui va gagner le prix, c'est plus le pays, parce qu'avant, genre Bong Joon-ho, Parasite, il a gagné plein d'Oscars, mais l'Oscar du film international pour Parasite, c'est pas Bong Joon-ho qui l'a, c'est la Corée, ce qui est lunaire parce que c'est pas une personne physique, mais en tout cas, c'était la Corée. Maintenant, c'est le réal qui va l'avoir. Donc Bong Joon-ho aurait dû avoir un Oscar supplémentaire techniquement. Donc ça a changé. Et ensuite, les pays pourront proposer plus d'un film de leur pays, à une seule condition, que ce film ait gagné une récompense majeure, un festival. La liste est simple, c'est l'Ours d'Or de Berlin, le meilleur film de Busan, la Palme d'Or de Cannes, évidemment, le Grand Prix de Sundance, le Toronto Platform et le Lion d'Or de Venise. Donc si vous êtes la France par exemple, t'as Anatomie d'une chute qui gagne la Palme d'Or et tu mets en avant La Passion d'Onin Buffan ou je sais plus quel film était cette année-là, quoi, tu dis ok, je veux tel film et je veux aussi l'autre parce qu'il a gagné la Palme, tu peux. Donc tu peux soumettre 2 films du même pays aux Oscars si l'un des 2 films a gagné une récompense. Donc on aurait pu avoir 2 films de la France dans la catégorie cette année-là. Donc je trouve que c'est une règle intéressante, qui est plutôt bonne, et en vrai ça fait un bon équilibre, parce qu'en fait la règle d'un film par pays, c'est pour donner un avantage à des pays qui n'ont pas un cinéma très développé. Genre l'année dernière c'était la Tunisie, la Vonoïne Rajab. Imaginez si nous on avait le droit de soumettre 5 films, par exemple la France, on aurait peut-être 2-3 films chaque année, j'en sais rien, je donne ça comme exemple. Mais maintenant en fait il faut juste une récompense supplémentaire, donc ça permet un peu d'équilibrer en termes de récompenses internationales, et en même temps de dire bah oui, les pays qui n'ont pas un cinéma hyper développé, ils peuvent quand même être nommés, donc je trouve que c'est le bon équilibre en réalité. Donc c'est des règles que je trouve assez justes et plutôt bonnes et positives pour la suite. Long Legs, vous savez, le film avec Nicolas Cage qui est sorti il y a quelques années déjà, il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. En tout cas, la suite est toujours prévue. Alors c'est une suite, prequel, on verra ce que ça donne. C'est pour janvier 2028. Normalement, le réalisateur sera de retour, mais Nicolas Cage sera de retour. À voir ce que ça va donner. Nous avons la première image de Benjamin Voisin, c'est officiel, qui va jouer Johnny Hallyday.
J'ai du mal à le voir, honnêtement. Moi, j'aime bien Benjamin Voisin, je trouve que c'est un bon acteur, mais j'avoue que le projet de Johnny Hallyday, ça m'intéresse pas des masses. À voir comment ils le font, si c'est un biopic à l'américaine ou à la Aznavour, là. Aznavour, c'était compliqué, hein. Honnêtement, c'était les biopics comme on n'aime pas, pour le coup. Donc là, Johnny Hallyday, Voisin, pourquoi pas, mais c'est pas le projet qui me donne le plus envie parce que les biopics musicaux, généralement, c'est pas du tout intéressant. Il y a eu la bande-annonce du film sur Anthony Bourdain qui s'appelle Tony. Anthony Bourdain, c'est un mec que j'adore parce qu'il a fait une série qui s'appelle Parts Unknown. C'est un mec qui adorait la cuisine, c'était un chef et qui allait dans plein de pays du monde avec sa série télé pour goûter la cuisine locale. C'est un mec qui était hyper investi politiquement, culinairement, dans le voyage. Quand vous regardez la série Parts Unknown, c'est vraiment une série incroyable. Et là, t'as un film, donc Tony, sur sa vie, sur sa jeunesse, son rite initiatique. Le film n'a pas l'air dingue, honnêtement, ça a l'air assez biopic, classique, cliché aussi. C'est avec l'acteur qu'on avait découvert il y a quelques années dans le film la Winter Break, qui était vraiment très bon. Là, Sousa, il s'appelle, je crois, ou c'est ça, qui revient dans un film comme ça avec une légende quand même de la série télé et de la cuisine, Anthony Bourdain, qui est quand même décédé dans des conditions assez particulières. Ça fait vraiment biopic sympa sur le mentorat, le rite initiatique, la relation avec Antonio Banderas et tout. Et je pense que c'est un biopic qui est fait pour avoir des suites, parce que c'est vraiment que le début de sa vie, et c'est pas du tout sur l'œuvre la plus connue de sa vie, sa série télé. Donc à voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien Anthony Bourdain. Est-ce que le film m'intéresse spécialement? Pas beaucoup, mais bon, bénéfice du doute, on sait pas, on verra. Paul Mescal et Jessie Buckley vont jouer dans un nouveau film ensemble, dans un film de Ben Zetlin, c'est le réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage. Les deux acteurs qui ont joué dans Hamnet ensemble vont revenir pour rejouer ensemble. Les Bêtes du Sud Sauvage, c'était adoré et énormément apprécié de manière générale, donc j'ai hâte de voir le prochain film. Deux acteurs de talent dans un film, pas un réalisateur de talent qui a pas fait de film depuis 14 ans si je dis pas de bêtises, j'ai hâte de voir ça aussi. Ari Aster a annoncé son prochain film, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais l'acteur principal, et dans ce cas-là l'actrice principale sera Scarlett Johansson. J'aime beaucoup Ari Aster, tous ses films, tout ce qu'il fait, donc franchement moi j'irai le voir, et je suis que de voir ce qu'il va nous concocter cette fois-ci, parce que ce sera plus comme Midsommar Hérédité, ou plus comme Eddington Boys Afraid. Dans tous les cas, moi je vais déguster parce que j'aime beaucoup ses films. Jennifer Kent, que j'aime beaucoup, la réalisatrice, qui a fait des films comme Mr. Babadook, de Nightingale, qui était énormissime, va faire un film de SF apparemment avec Sophie Thatcher. Moi j'ai envie d'y croire parce que c'est une actrice géniale et une super réale aussi, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Scream 7, d'après Melissa Barrera, aurait menti sur son box-office. Elle a dit ça comme ça. Et elle s'est plainte du boycott anti-Palestine du studio. Elle a dit que le studio boycottait tous les gens qui étaient pro-Palestine. C'était vraiment l'une des grosses victimes, on va dire, de la réaction hollywoodienne au 7 octobre, parce qu'elle était clairement pro-Palestine même après le 7 octobre, et elle s'est fait cancel pour ça. Évidemment, on soutient tous Melissa Barrera, ce n'est pas normal, c'est assez catastrophique de ce point de vue-là, mais bon, je sais pas s'ils ont menti sur le box-office de Scream 7 pour le coup. Scream 7, gros succès, est-ce qu'ils ont menti? Je suis pas sûr, mais en tout cas, par contre, elle a raison de se plaindre de la censure qu'elle a subie, malheureusement. Nia DaCosta, la réalisatrice de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, est déçue du box-office. Elle a raison, le film était un énorme flop, malheureusement. Pourtant, elle est contente parce qu'elle a fait un bon film, c'est ce qu'elle dit. Et elle a raison, 28 ans plus tard, c'était vraiment bien. Ça reste pour l'instant l'un des meilleurs films de l'année, donc elle a clairement raison d'être 100% déçu du box-office parce que le film méritait mieux. Les gens devaient aller voir ce film parce que le premier était très bien, le deuxième était très bien, donc c'est vraiment décevant que malheureusement le film n'ait pas marché. Et même sur Netflix, le film est un gros flop, donc on va voir s'il y aura une troisième partie, mais visiblement, vu l'échec du film, ça m'étonnerait. Felipe Galvez, qui a fait un super film il y a 2-3 ans, qui s'appelle Les Colons, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est vraiment super, va faire un film avec Ana de Armas et Sébastien Stan. Vu ce qu'il a fait avec Les Colons, moi je vais regarder ce qu'il fait parce que ça a l'air vraiment bien. Charlie Kaufman va donc réaliser son prochain film. J'aime beaucoup le réalisateur, hein. Charlie Kaufman, il est super pour le coup. C'est Tatum qui remplace Eddie Redmayne, Channing Tatum évidemment. Tessa Thompson reste au casting. Ça s'appelle Later the War. J'adore ce que ça va donner parce que voilà, c'est un réalisateur tellement intéressant, Kaufman, qu'il peut que faire des choses particulière. Et moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Le jury de Cannes est évidemment annoncé, c'est Park Chan-wook qui est le président, ça vous le savez, mais il y a Demi Moore qui l'a rejoint, Ruth Negga, Isaac de Bancolé, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Diego Chepetesh, Laura Wandel et Paul Laverty. Donc c'est un festival qui va être assez intéressant, c'est mon premier aussi, j'y serai dès la semaine prochaine, je ne serai pas durant toute la durée du festival, hein, j'ai trop de travail malheureusement, mais j'ai hâte de voir des films à Cannes. La Passion du Christ 2 vient de terminer son tournage. Après 7 mois de tournage intensif, ils ont tourné donc la partie 1 et la partie 2 de La Passion du Christ 2. C'est un film qui sera apparemment psychédélique d'après Mel Gibson. Écoutez, moi j'aime bien le premier film.
Mais là, le fait qu'on me dise que c'est un film psychédélique sur Jésus, j'avoue que je suis un petit peu fan. J'adore voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Il sera tourné en anglais cette fois-ci. Le premier était en araméen, ce qui est intéressant. Mais cette fois-ci, il sera l'anglais. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être intéressant. Même si Mel Gibson, j'ai des problèmes avec lui. En vrai, en termes de cinéma, si c'est un acid trip, comme il le dit, ça peut être quelque chose. La bande-annonce de Ted Lasso saison 4 a été révélée. Et écoutez, moi j'ai un peu fait mon deuil de Ted Lasso. Moi j'aime beaucoup Ted Lasso. J'ai défendu, même si ça s'est cassé la gueule progressivement. Ça reste bien et je kiffe la série. Là, le retour de Ted Lasso qui arrivera en août, du coup, ça m'intéresse pas des masses. Pour moi, j'ai vraiment fait le deuil. Je me suis dit, ok, Ted Lasso, c'était bien. J'ai kiffé les 3 saisons, inégal, mais j'ai kiffé. Je suis prêt à passer à autre chose. Gros succès, Apple, tout le monde en parle et tout. Ça a gagné en popularité avec les années, surtout à l'international, surtout en France. Là, de retour, bon, le côté équipe féminine, ça peut vraiment rafraîchir et changer un peu la donne. Mais bon, je sais pas, moi, c'était fini dans ma tête, quoi. Je suis content que ça revienne, en vrai. Je pense que je vais kiffer, je vais regarder, je vais passer un bon moment. Mais pour moi, c'était un peu fini et j'étais OK pour passer vraiment à autre chose. Mais bon, la bande-annonce a l'air sympa. Ça joue un peu à la nostalgie, le fait que du temps soit passé entre les saisons. Allez, pourquoi pas. Ça a l'air rigolo, ça a l'air toujours touchant, positif. J'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu fini et le retour ne me donne pas spécialement envie. J'aurais pu continuer ma vie sans Ted Lasso. Mais à voir si c'est bien, si ça continue à être intéressant, s'ils peuvent vraiment être touchants et nous faire rire. On verra bien, ça sort en août et j'ai hâte de voir ça. Grosse annonce concernant Narnia qui va vraiment changer la face de Netflix pour toujours. Narnia sortira officiellement en salle. Avant, il faut savoir que Netflix voulait le sortir pour Noël. Ils se sont dit, ok, le 25 décembre, on sort Narnia, mais on fait une sortie cinéma habituelle, comme ils font eux, surtout aux États-Unis, de 3 semaines. Voilà. Comme ça, il y a un peu d'IMAX. Déjà, c'était rare l'IMAX. Ils n'ont jamais fait d'IMAX, Netflix. Mais allez, c'est Greta Gerwig, on va donner 3 semaines de cinéma et tout. Du vrai cinéma, plus ou moins. Là, ils ont changé la donne. Ils ont décalé le film à 2027. Il sortira le 10 ou 12 février en fonction des pays. Et il sortira pendant 45 jours en salle. Netflix n'ont jamais fait ça. C'est une première. Il sortira pendant 45 jours en salle. Il sortira en IMAX pendant plusieurs semaines. Et il sortira donc le 2 avril sur Netflix. Ça s'appelle donc Narnia The Magician's Nephew. Donc Greta Gerwig a fait plier Netflix et Netflix rentre officiellement dans le game cinéma. C'est un truc de fou en réalité. Ça change complètement la donne et c'est hyper intéressant. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pour la France. La France, nous avons la chronologie des médias. Est-ce que le film sortira au cinéma chez nous ou est-ce qu'il sortira sur Netflix directement ? Dans tous les cas, moi j'irai ou en Belgique ou au Royaume-Uni, je m'en fous, j'irai le voir en salle parce que Greta Gerwig c'est quand même quelqu'un, je trouve aujourd'hui, et un film Narnia, blockbuster de fantasy, vas-y, je vais le voir en salle. Mais en France, pas de date de sortie, c'est pas encore comment ça va se faire, donc ils sont encore en train de réfléchir, mais tout va changer. Là, pour le coup, si Netflix il rentre dans le ciné-game, tout risque de changer. Et c'est une bonne chose parce que dans le ciné-game, il y a de l'argent et ils vont vite le comprendre. Donc ils ont adopté une stratégie très classique, en tout cas pour le cinéma américain. Et oui, ça va sortir en salle et c'est complètement différent et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir la bande-annonce, j'ai hâte de le voir en salle parce que moi j'aime bien Greta Gerwig, donc je suis hyper curieux de voir comment ça va impacter l'industrie, probablement pour toujours en réalité. Donc en vrai, Netflix, sortez-le en salle et commencez à sortir plein d'autres films en salle. Les gens vont y aller, je l'espère en tout cas. Ils vont changer les habitudes des gens et je trouve que c'est une très bonne chose et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment l'industrie et comment Netflix va réagir à l'avenir. J'espère que c'est pas juste un one-shot, j'espère qu'on sortir encore plus de films comme ça en salle. Le Diable s'habille en Prada 2 cartonne, c'est l'un des meilleurs démarrages de l'année. Déjà 250 millions au box-office international, ce qui est plus que Michael en premier week-end. Alors Michael, ça cartonne un peu partout. Le Diable s'habille en Prada aussi, mais ça a un peu mieux marché. Voilà, tout de même. Et c'est pour un budget de 100 millions. Là où Michael, c'est 200 millions pour comparer, même si Michael risque de mieux marcher sur le long terme. Le Diable s'habille en Prada. Ça reste un énorme succès. Bon, le film est ok, j'en ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse. Elle est sortie la semaine dernière. Mais oui, ça cartonne pour un budget tout à fait ok. Vu déjà ce qu'ils ont rapporté au box-office, c'est quasiment déjà rentable. The Bear a sorti un épisode bonus, surprise. Il est sorti là il y a quelques jours. Il s'appelle Gary. Allez le voir, c'est disponible. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Et surtout, on a la date de la 5e et dernière saison de The Bear. Ça sera le 25 juin. Donc, The Bear s'arrête officiellement le 25 juin de cette année. Et c'est marrant parce que vu la hype qu'il y avait par rapport à The Bear au début, vu l'énergie qu'avait la série saison 1, saison 2, après la saison 3, ça s'est un peu cassé la gueule, ça a un peu divisé, les gens regardent plus trop comme avant, et je pense qu'il fallait peut-être conclure avec la 3, ça se voit qu'ils avaient plus trop d'idées, ils avaient divisé la saison 3 en 2 parties, du coup ça faisait 3 et 4, ils ont fait un peu n'importe quoi, et là la 5e de conclusion, allez, pour conclure, passer à autre chose, moi je suis chaud, ça reste une bonne série, très divertissante, donc pourquoi pas, ça s'arrête officiellement et définitivement le 25 juin. Peut-être il y aura des spin-offs et tout, mais pour l'instant, The Bear s'arrête le 25 juin. La planète des singes aura le droit à un nouveau film.
Par contre, je suis assez déçu parce que normalement, la planète des singes, le royaume, là, Kingdom, était bien. Franchement, était cool. Ça donnait envie de voir la suite et tout. Il y avait une suite qui était prévue. Maintenant, ça a changé. En fait, ils vont pas faire une suite. Ils vont faire une nouvelle histoire originale dans l'univers de la planète des singes. Et ça me déçoit parce que moi, je voulais une suite. Il y avait de bonnes idées. Ça me donnait grave envie. Mais non, ça sera pas une suite malheureusement. C'est réalisé par Matt Shakam qui a fait donc les 4 Fantastiques. Et je suis un peu déçu. Alors, je suis content d'avoir un nouveau film La planète des singes. Très cool, sortira sûrement en 2029 ou un truc comme ça. Peut-être même un peu plus tard. Mais je suis déçu parce que moi, je voulais une suite au Royaume. Je voulais une suite à Kingdom qui était vachement bien. Et là, on l'aura pas. Parce que surtout la fin de Kingdom est dirigée vers un truc qui avait l'air très intéressant. Et là, malheureusement, ça sera une nouvelle histoire originale. On sait même pas si c'est la suite, au fait, des histoires de César, hein, de la trilogie. J'imagine, hein, sur tout le même univers, le même monde. Peut-être ils vont faire des crossovers en mode Avengers et le planète des singes, j'en sais rien. Mais je suis un petit peu déçu que ce soit pas une suite au Kingdom. Alors oui, il faut savoir que le réal de Kingdom, il bosse sur Zelda depuis quelques années. Zelda qui sort l'année prochaine. Mais c'est que là, moi, je suis un peu, malheureusement, déçu de ne pas avoir la suite à l'univers que je voulais et à l'histoire que je voulais parce que c'était quand même assez intéressant et j'aurais aimé qu'ils développent ça. Mais en tout cas, il y a un nouveau film La planète des singes. Je pense que le réal peut faire un truc intéressant et bien. Donc je suis quand même curieux de voir ça. Il faut savoir que James Cameron et Avatar sont poursuivis en justice par Koryanka Kilcher, qui était donc une actrice très réputée à l'époque. Elle avait fait un énorme succès avec Le Nouveau Monde. Et James Cameron avait avoué dans une interview à l'époque, pour Combini d'ailleurs, qu'ils avaient utilisé des bouts de son visage pour s'inspirer de Neytiri. C'est pas le design définitif qui a été pris, parce que du coup c'est le visage de Zoé Saldana qui a été utilisé à la fin, mais pour le concept art du coup de Neytiri, c'est ce visage-là qui a été utilisé en partie, surtout par rapport à sa mâchoire. Et je sais pas qui a conseillé cette actrice de faire ça, mais ça fait vraiment craignos quoi. De porter plainte contre ça, c'est un peu craignos. C'est donc plainte pour utilisation non autorisée de son image. Bon, c'est juste qu'au fait, elle a pas eu la carrière qu'elle voulait, j'imagine, malheureusement, et qu'elle a envie de se faire un peu d'argent. Je sais pas qui lui a dit de faire ça, mais ça fait vraiment cheap, ça fait vraiment en mode... voilà, j'ai le seum de pas avoir eu la carrière que j'ai eue, j'ai porté plainte contre genre James Cameron et Avatar. Voilà, James Cameron, il a avoué, hein, il a pas à se cacher, il a dit oui, je me suis inspiré d'elle, il y a pas de souci, il a dit en vidéo, il a pas de honte par rapport à ça. Donc Disney est poursuivi par rapport à ça aussi, on va voir ce que ça va donner, mais ça fait un peu pitié, j'ai envie de vous dire. Après, si c'est légal, si elle a le droit, bah, qu'il prenne son chèque de Avatar et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, c'est quand même assez particulier de faire ça maintenant, quoi. 20 ans après, en réalité, c'est très très bizarre. Laura Dern sera officiellement au casting de The White Lotus saison 4. On imagine qu'elle remplace Helena Bonham Carter qui a quitté le projet suite à des réécritures de son personnage. Et ça matchait plus vraiment avec le personnage qui était écrit à la base pour elle. Donc c'est sûrement Laura Dern qui va l'interpréter. À voir, on n'a pas de confirmation par rapport à ça. De toute façon, c'est un nouveau personnage en réalité. Mais Laura Dern dans White Lotus, et là le tournage de White Lotus à Cannes et dans le sud de la France qui commence là, qui a commencé d'ailleurs, mais qui va se poursuivre pendant des mois dans le sud, ça donne envie. J'ai hâte de voir de White Lotus, tout le monde kiffe et en France ça peut être vraiment intéressant. Lanterns, la série HBO sur les Green Lanterns évidemment, sortira le 16 août, c'est officiel. Alors ils sont en train de faire un peu un rebranding parce qu'ils ont supprimé la bande-annonce des réseaux sociaux, ils ont changé un peu comment les bandes annonces étaient diffusées, ce qu'ils voulaient montrer. Donc ils sont en train de complètement rebrander un petit peu la série, pas en termes de reshoot, mais la vibe trop détective a pas vraiment plu à beaucoup de personnes. Ils voulaient plus un truc DCU, Green Lantern. Après à voir, parce que moi je suis ok pour qu'il y ait des vibes différentes dans le DCU. Il y a Clayface d'horreur qui sort là littéralement dans quelques mois. T'as là Lanterns le 16 août, pourquoi pas, voir ce que ça va donner, mais on a une date, c'est officiel, et je la regarderai, je suis très curieux de voir comment le DCU va évoluer. Si on parle de choses intéressantes, c'est la bande-annonce de Evil Dead Burn, il y avait un teaser il y a quelques semaines qui était vraiment intéressant, mais là, la bande-annonce, donc par Sébastien Vanitschek et Flaubert, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment divertissant, horrifique, ils ont l'air d'avoir capté un truc, franchement la bande-annonce elle est galvanisante, ils ont une énergie que j'aime bien, et ça donne grave envie, donc j'ai hâte de le voir. Je suis hyper curieux de voir comment ils vont faire ce film, mais ils ont l'air d'avoir capté Evil Dead, ils ont l'air de s'amuser avec le concept. C'est à la fois gore, horrifique, stressant, action. Ça a l'air super quoi. Donc j'ai très hâte de voir ça. Le casting me plaît beaucoup aussi. Ça donne grave envie. Donc Evil Dead Burn, franchement, ça a l'air d'être une réussite et j'ai hâte d'être en juillet pour le voir. Faut savoir que les scénaristes de Dark, qui ont donc fait cette super série que j'adore, qui ont fait une série qui était bien aussi juste après 1899, vont bosser sur la saison 2 de Welcome to Derry. Ils sont pas showrunners, ils sont juste scénaristes. Ils ont un projet HBO en cours aussi, une série originale qu'ils sont en train de faire. Ils ont encore un projet Netflix en cours, une adaptation cette fois-ci. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est quand même, ils avaient Dark, succès planétaire, que les gens adorent. Ils ont fait une série originale par la suite que Netflix a enterrée. Genre, c'était pas un énorme succès, je trouve, en termes de qualité, 1899.
mais c'était intéressant, quoi. En termes de technologie, c'était un peu, pas révolutionnaire, mais ça tentait des trucs hyper intéressants avec le volume et tout, plus que dans Mandalorian. Il y avait plein mal de choses qui étaient vraiment bien, il y avait de l'idée et ça donnait envie de voir la suite. Netflix l'a annulé, en plus c'était sorti durant la Coupe du Monde à l'époque. Bref, Netflix, pour moi, ils n'ont pas respecté les créateurs de la série. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du coup, littéralement, ils devaient bosser sur une série adaptée d'un comics pour Netflix. C'est un peu en suspens, je sais pas ce qui se passe. Et là, ils bossent sur une série allemande, visiblement, côté HBO Max. Écoutez, les scénaristes de Dark, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je leur fais confiance, mais là, ils bossent aussi sur Welcome to Derry, saison 2. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est juste un job comme ça pour se faire de l'argent ou une vraie implication pour faire quelque chose, mais ils méritent d'avoir leur propre série vu le succès de Dark, qui était encore une fois planétaire. En termes de jeux vidéo, il faut savoir que Star Wars Galactic Racer sortira le 6 octobre. Je pense que je vais l'acheter pendant 2 heures. Je vais me le faire rembourser sur Steam après, mais juste pour un peu entendre les bruits des moteurs. Vous savez, nostalgie de Galactic Racer à l'époque, là. Je sais plus c'était quelle année, mais quand j'étais gamin, juste par nostalgie, je vais l'acheter, je vais y jouer 2 heures et je vais kiffer. Et Blood of the Dawnwalker, qui est donc le jeu par les anciens développeurs de The Witcher 3 et CD Projekt, on dirait The Witcher 3. Je vous jure, on dirait vraiment The Witcher 3, mais de tous les points de vue négatifs et positifs d'ailleurs. Donc le gameplay a l'air un peu rigide, mais les graphismes, c'est les mêmes limites qu'en 2015. Ça a l'air vraiment d'être The Witcher, mais en mode vampire. Moi, je kiffe les vampires. Je kiffe l'ambiance Transylvanie, Europe de l'Est. Moi, je vais l'acheter. Enfin, je sais pas si je vais y jouer, ça dépend des critiques en réalité, mais moi, comme ça, de la bande-annonce, le gameplay a l'air un peu bancal et tout, mais le concept, l'univers, comment ça fonctionne, l'histoire, ça donne envie. Ça sort le 3 septembre. Ça me donne un petit peu envie, j'aurai le temps, ce sera sûrement un gros jeu de 30-40 heures, mais si le jeu est bien, ça peut vraiment vendre du rêve. Pour les sorties de la semaine, c'était donc la fin de Daredevil saison 2. Je suis pas encore à jour, je l'ai pas encore fini, mais j'en parlerai la semaine prochaine en même temps que Punisher, donc j'en parlerai, vous inquiétez pas, et en même temps que d'autres œuvres, voilà, dans une critique multiple. Et c'est aussi la sortie de Mortal Kombat 2, j'en ai fait ma critique, vous voyez cette magnifique miniature, à elle la voir, et donc nouvelle vidéo actualité la semaine prochaine, mais plutôt en fin de semaine, parce qu'il y a Euphoria la semaine prochaine à faire comme vidéo, et il y a plein d'autres trucs évidemment que je dois faire, dont The Boys, et peut-être un film à voir, mais en tout cas vu que je suis à Cannes, il y aura peut-être le même nombre de vidéos, le même nombre de TikTok et tout ça, ça bouge pas, mais la vidéo actualité va arriver un peu plus tard que prévu. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, il n'y a pas de rage bait la semaine prochaine, ça sera donc une semaine de pause pour l'émission aussi. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'actualité, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.